Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui s'appelle Olivier Terlinden et j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Babel rue Haute à Wavre pour l'interviewer au sujet de la publication de son premier roman qui s'appelle Au-delà du vieux mur, paru chez Weyrich. Alors une première question, Olivier Terlinden, est-ce que vous pourriez parler du parcours qui vous a amené à être agronome et photographe nature ? À la base, je voulais faire tout sauf l'agronomie. Parce que mon père est agronome et forestier et je m'étais dit, je vais pas faire comme papa. Et puis, c'est ma prof de chimie en réto qui, j'aimais bien les sciences et je voulais faire biomédical. Et elle m'a dit, mais Olivier, tu vas pas t'enfermer dans un labo. Il faut que tu fasses l'agronomie, tu seras beaucoup plus à l'extérieur. Et là, je la remercie. Madame Delvigne, qui m'a encouragé finalement à me lancer dans l'agronomie et donc des études que j'ai trouvées passionnantes. Et pour la photographie nature, donc après les études, je suis parti pendant 3 mois au Congo avec un ami apiculteur et photographe nature. Et en fait, on avait déjà, c'est un tout vieux copain, j'adore ses photos. Et ça a été l'occasion, j'ai acheté mon premier appareil, un Canon 50D. Et j'ai beaucoup appris avec lui, Vianney. Avec un livre qu'il avait emmené sur les photographes du National Geographic qui partagent leurs techniques. Et vous êtes plutôt numérique ou argentique ? Numérique, parce que je faisais pas de photos encore à l'ère de l'argentique, j'étais trop jeune et donc j'ai commencé directement sur le numérique. Est-ce qu'en photographiant la nature, on apprend à la connaître ? Oui, tout à fait, parce que pour une photo, c'est des heures de patience. Et donc, par exemple, j'ai un petit renardeau que j'aime bien qui marche à côté d'un grand chêne. C'est mon père qui m'avait, à l'époque je devais avoir 20 ans, non, un peu plus tard, bref. Mon père m'avait indiqué le terrier et j'ai passé plusieurs matinées à observer là, sans rien voir. De temps en temps, je voyais un peu bouger dans les ronciers. Et puis c'est au bout de 4-5 matinées, à chaque fois 3-4 heures d'attente, que j'ai vu pour la première fois ce renardeau venir à un endroit qui méritait une belle photo, quoi. Et donc oui, le fait de rester seul dans la nature et d'attendre, de contempler, je crois que ça aide beaucoup à connaître et à aimer la nature. Et est-ce qu'il y a un sujet ou un endroit que vous aimez bien photographier ? Alors au niveau de la photographie animale, c'est les renards que je préfère photographier. Parce que le lien est le plus intime, dans le sens où le renard est un prédateur, comme nous. Et donc, il est, je trouve, plus curieux. Alors le chevreuil est curieux aussi, mais il est plus craintif.
le renard va plus... il joue beaucoup, les renardeaux jouent devant leur terrier. On peut les observer, il y a énormément de choses qui nous font penser même aux enfants quand ils jouent, quoi. C'est très amusant. Et votre travail de photographe, il est influencé par le fait que vous êtes agronome ? Oui, je crois, pas de façon directe, mais simplement du fait que les deux sont liés par cet amour de la nature, de la forêt. Donc j'ai eu la chance d'habiter à côté de la forêt enfant, aujourd'hui encore. Et donc c'est cet amour des arbres, de la forêt, des animaux qui y habitent, qui, je pense, ont influencé tant mon travail d'agronome que de photographe nature. Parlons un peu de votre premier roman qui s'appelle « Au-delà du vieux mur » qui a été publié chez Weyrich. Quelle a été l'inspiration derrière l'écriture de ce premier roman ? Alors j'ai toujours aimé écrire. J'ai retrouvé les premiers manuscrits que j'avais écrits à peut-être 9 ou 10 ans. Mais j'ai jamais passé le pas de la publication. Simplement avant j'écrivais avec ma tête. Et puis il y a quelques années... je crois que la grosse différence, c'est que j'ai commencé à écrire avec les oreilles et sans doute le cœur. Et je vois que mon style a énormément évolué. Et plus, je prends ce qui passe, je marche dans la forêt, j'écris sur un carnet. Et donc finalement, c'est ces choses qui me venaient pendant que je marchais en forêt que j'ai voulu retranscrire sous forme de roman avec une visée aussi poétique et philosophique. Et comment s'est déroulé le processus de création de votre roman ? Donc vous aviez vos notes, comment est-ce que vous les avez organisées ? Ou bien vous avez simplement lu vos notes page par page et puis c'est comme ça que votre roman est né ? Donc j'ai des dizaines de petits carnets que je les emmenais, enfin un à la fois avec moi en marchant. Et puis quand j'avais une idée, je l'écrivais dans le carnet. Alors chaque page avait son thème. Par exemple, le vieil homme dans le livre, quand j'avais une idée par rapport à ce vieil homme, je le notais sur la page du vieil homme. Ça m'a permis après de refaire le puzzle et de tracer un fil rouge pour l'histoire. Est-ce que vous avez une sorte de routine ou de rituel d'écriture pour rester inspiré et focus dans votre processus créatif et d'écriture aussi ? J'ai pas vraiment de routine définie, donc j'aime marcher dehors, j'aime marcher dans la nature et j'essaye de marcher, quand c'est possible, j'essaye de marcher tous les jours. Et alors, simplement, j'attrape ce qui vient. Après, j'ai pris une pause carrière pendant plusieurs mois. Une fois que j'avais tout le contenu, j'ai pris une pause carrière pendant plusieurs mois pour pouvoir donner une forme à l'ensemble, pour pouvoir écrire, réécrire le texte, le retravailler, pour retravailler les phrases, donner une musique au récit. Et là, pendant cette période-là, je travaillais tous les jours, pendant toute la journée sur le roman. Vous venez d'en parler, le personnage du vieil homme dans votre roman, est-ce qu'il est inspiré par quelqu'un que vous connaissez ? Alors, en réalité, il est inspiré par plusieurs personnes. Beaucoup de lecteurs m'ont dit qu'ils avaient reconnu mon grand-père dans ce personnage du vieil homme. Et c'est vrai que mon grand-père m'a énormément inspiré dans ce personnage. Je lui ai donné aussi son aspect au niveau physique. J'ai repris plusieurs traits de sa vie, ou par exemple sa collection de vieilles pipes en bois, ou bien certains éléments biographiques. Je ne vais pas dévoiler trop au niveau de l'histoire, mais certains éléments biographiques de ce vieil homme sont issus de l'histoire de mon grand-père, oui. Par contre, si on devait en faire une adaptation cinématographique, quel serait l'acteur qui se rapprocherait le plus du physique que vous imaginez pour ce vieil homme ? Alors je serais ravi qu'on fasse une adaptation cinématographique de mon roman. Maintenant, moi-même, je regarde assez peu la télévision et assez peu de films. Donc je suis pas vraiment... J'aime beaucoup regarder un film, mais en fait, voilà.
le temps étant limité, finalement, je lis plus que ce que je ne regarde des films. Et donc, j'arriverai pas à dire tel acteur ou tel acteur conviendrait. Et donc, dans votre roman, donc Au-delà du vieux mur, il y a le domaine d'Hermeline. Est-ce qu'il a, ce domaine, une signification? Donc, une signification au niveau symbolique. Oui. Alors, il y a un poème au 4e chapitre, Hermeline, Hermeline, où es-tu? Ce poème donne la signification symbolique de ce domaine. Donc, il faut lire le roman pour connaître le poème, alors. 4e chapitre, vous dites, hein? 4e chapitre, oui. La plaie de l'orme. Est-ce qu'il y a un message que vous espérez, ou plusieurs messages que vous espérez transmettre au travers de ce roman? Alors, je crois pas... Enfin, c'est pas mon objectif premier, en tout cas. Je pense pas que la littérature ait pour objectif de faire passer des messages, des opinions, mais plutôt d'ouvrir une fenêtre sur la lumière. Et si le lecteur part en lisant mon livre, oui, à cette petite étincelle de lumière qui, en fermant le livre, se dit « Ah ben c'est un livre qui m'a rendu heureux », ben, pour moi ça c'est réussi. Heureux comme une balade dans la nature? Comme une balade dans la nature, oui. Moi personnellement, c'est ce qui me fait beaucoup de bien, c'est ce qui me rend heureux. Comment vous choisissez les lieux que vous photographiez? Est-ce que ces lieux inspirent votre écriture? Donc, je photographie principalement des lieux à proximité de chez moi. Bon, pour des raisons pratiques, étant père de famille, c'est plus facile. Et ces lieux ont inspiré mon écriture parce que c'est aussi dans ces lieux-là que j'ai marché, que j'ai pris des notes, que les éléments que j'ai écrits me sont venus. Est-ce que la nature et la vie sauvage, est-ce qu'elles influencent vos valeurs et votre vision du monde? Oui, je dirais, comme l'amitié influence les valeurs et la vision du monde, en fait, j'éprouve une profonde amitié pour la terre et pour la forêt, pour la nature. Une amitié, qu'est-ce que c'est? Une amitié, c'est sentir que qu'on peut compter sur cette personne et que cette personne nous fait grandir. Et je sens que oui, marcher dans la forêt, ça me fait vraiment grandir. Et donc, la question, je ne sais plus exactement pour répondre précisément à la question. Donc, est-ce que la nature et la vie sauvage influencent vos valeurs et votre vision du monde? Ah oui, c'est ça. Et on dit, on dit que, je ne sais plus quelle est l'expression, on reconnaît quelqu'un à ses amis. Je crois qu'on est profondément influencé par nos propres amis. Et donc, cette amitié pour la terre me donne envie de l'aimer, me donne envie de la protéger et me donne envie de partager cette amitié, d'inviter le lecteur notamment à venir rencontrer la terre, à venir rencontrer les arbres, à marcher dans la forêt. Ce sont des choses que vous transmettez aussi à vos enfants? Et si oui, comment est-ce que vous transmettez? Parce que ça peut être intéressant. Il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent « Mais comment est-ce qu'on peut transmettre l'amour de la nature ?» Oui, alors par exemple, donc, j'ai 3 fils qui ont entre 3 mois et 6 ans et demi. Et donc pour leurs 4 ans, systématiquement, on part seul à seul, enfin père-fils à deux, faire une randonnée. Et donc des amis ardennais nous accueillent, on marche quelques kilomètres à travers bois. Et ça a un côté vraiment initiatique pour l'enfant. On va refaire ça à 7 ans, à 10 ans et encore plus tard. Et sinon, avec mon épouse Géraldine, on essaye de les emmener avec nous, en fait, vivre ce qu'on aime. Donc, travailler dans le potager. Là, par exemple, Géraldine et Séraphin, notre second, ont été la semaine dernière récolter des fleurs de sureau et on fait sécher le sureau pour en faire des tisanes. Donc c'est plus vraiment les emmener faire ce qu'on aime, et j'espère qu'ils en retireront quelque chose aussi, qu'ils en retireront
un amour des choses simples. Et ça, voilà, ce sera leur chemin. Alors, j'aimerais votre opinion sur un sujet d'actualité. Au parc de Woluwe, on a vu qu'il y avait un sanglier. Quel conseil vous pourriez donner aux gens qui peut-être vont tomber nez à nez avec ce sanglier? Est-ce qu'ils doivent en avoir peur ou bien est-ce qu'ils doivent justement apprendre à le connaître? Alors, moi, ça m'amuse beaucoup de voir des sangliers dans la forêt. Il n'y en avait pas en Brabant et à Bruxelles ça doit remonter à une douzaine d'années ou 15 ans d'ici. Alors, il y en a qui disent qu'il faut s'en méfier. Je sais qu'il y a des gens parfois qui ont été attaqués. Bon, si c'est une laie avec des marcassins, oui, il faut toujours faire attention. Maintenant, moi j'aime bien. Moi, je vais pas arrêter de marcher en forêt avec les enfants parce qu'il y a des sangliers. Donc, oui, si un sanglier attaque, c'est bien de monter dans un arbre. Maintenant, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours non plus. Je crois que c'est moins dangereux de se balader en forêt que de rouler en voiture. Qu'espérez-vous que les gens ressentent ou comprennent en lisant votre roman ou en regardant vos photos? J'aimerais que ça les invite à aller marcher en forêt. Et si en fermant le livre, ils peuvent se dire « Ah ben, aujourd'hui, plutôt que de traîner sur Facebook, je vais chausser mes bottines et je vais aller marcher 1 heure en forêt. » Ce serait cool. Alors, vous qui avez justement des enfants, qui croisez beaucoup de monde, comment vous la percevez, cette relation homme-nature au XXIe siècle? Vous pensez qu'elle évolue dans le bon sens ou bien il faudrait faire plus un effort d'éducation? Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'amitié à la terre. Donc on parle beaucoup d'écologie, de PEB, de réduire les consommations d'énergie, on ne peut plus mettre de feu ouvert. Je pense qu'on oublie de redévelopper ou développer, je sais pas, je suis pas historien donc je sais pas quel était le lien avant, mais de redévelopper cette amitié à la terre. En fait, avant l'apparition par exemple de la voiture, les gens marchaient énormément et je pense que ça donne la possibilité de mieux se connaître soi-même et de mieux connaître le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, au XXIe siècle, tout va très vite et je suis moi-même pris dans cette spirale, dans ce tourbillon. Je crois, si j'étais en politique, je crois qu'une de mes priorités, ce serait de développer des initiatives qui permettent de ralentir le temps, recréer des sentiers, pour inviter les gens à aller marcher. La marche, c'est vraiment quelque chose qui permet de se retrouver soi-même et par là, parce qu'on ne peut aimer les autres et on ne peut aimer la terre et le monde qui nous entoure qu'à partir du moment où on se connaît soi-même. Vos photos, est-ce qu'on peut les voir quelque part? Il y a un site internet ou une page Facebook? Alors, je publie les nouvelles photos sur mon profil Facebook, donc Facebook/Olivier Terlinden. Pour le moment, je publie moins de photos parce que je publie plus par rapport à mon livre Au-delà du vieux mur. Mes anciennes photos sont sur Photo Nature et Humanité, www.photonatureethumanité.com. Il faut que Photos du renard sont dessus, oui. Maintenant, il faut que je le mette à jour. Mais de nouveau, les journées ne faisant que 24 heures. Et une expo photo, on peut espérer un jour venir voir vos photos dans une expo? Alors la dernière remonte à novembre dernier, donc au parcours d'artistes de Tourine. J'ai participé aussi auparavant au Festival Nature Namur, qui est un festival passionnant et magnifique. Et je ferai encore des expos certainement. Mais je n'en ai pas encore de prévu ici directement. Et du côté de l'écriture, vous me dites que vous avez plein de carnets avec plein de notes. Est-ce qu'il y a un deuxième livre qui commence à se créer ou bien vous en avez fait un, ça vous suffit? Alors, moi, mon rêve, c'est de consacrer ma vie à l'écriture. Et donc là, j'ai 3 projets en cours. Je ne sais pas ce qui aboutira et ce qui n'aboutira pas. Un roman, un recueil de nouvelles qui
qui se passe sur le fil fragile entre la vie et la mort, et alors un recueil de poésie. Et on verra bien ce qui aboutira. Et alors une dernière question, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui ont envie de se lancer dans la photographie nature et qui n'ont peut-être pas des appareils très performants, qui ont un simple appareil photo par exemple? Alors, bon, il y a moyen de trouver aujourd'hui des très bons appareils pour pas grand-chose, puisque les vieux réflexes... Bon, moi-même, j'ai cassé... il y a un mois, j'ai cassé mon bon appareil. Je vais racheter un appareil réflexe. C'est volumineux, mais ça fait des super photos. Et aujourd'hui, les gens n'en utilisent plus beaucoup. Il y a moyen d'en trouver en seconde main de très bons marchés. Donc, moi, j'investirais dans un réflexe full frame, un objectif allant jusqu'à 300 mm, ce qui permet de se rapprocher de l'animal. Et puis, surtout, d'aller marcher dans la nature, d'observer avant de photographier. Moi-même, aujourd'hui, j'emporte moins mon appareil avec moi pour plus simplement être là. Et sinon, est-ce que si on veut apprendre plus, il y a sur YouTube, on peut trouver des infos, ou bien vous avez un livre à nous conseiller? Le livre qui m'a beaucoup influencé, donc c'est le livre du National Geographic. Donc les photographes du National Geographic exposent leurs techniques, quelque chose comme ça. C'est un livre qui, je pense, n'est plus édité, mais qui a moyen encore de trouver en seconde main. Ça y est, c'est fini. Merci Olivier Terlinden d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre premier roman qui s'appelle Au-delà du vieux mur, paru aux éditions Weyrich. Alors, c'est à vous à agir maintenant, vous qui nous écoutez. Merci de liker ce podcast si vous l'avez aimé. Merci de le partager. Éventuellement, laissez-nous un petit commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous à la plateforme. Comme ça, vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast. Sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures podcastiques. Bye bye.